l'obésité est une maladie et ce n'est pas la faute des gens s'ils sont obèses, ils sont malades. En un peu plus de 30 ans, l'obésité a augmenté d'un facteur 3 voire 4. Et ça ne peut pas être expliqué par un problème génétique, c'est pas possible. Donc il y a 879 millions d'adultes qui sont obèses dans le monde et 159 millions d'enfants, ça c'est un chiffre pour 2022, ce qui fait une personne sur 8. Vous écoutez Intervalle, un podcast proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur qui part à la rencontre des chercheuses et des chercheurs. Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir sur le podcast. Aujourd'hui, on est sur un format un peu particulier parce que vous êtes trois chercheurs au micro d'Intervalle. Jean-François Tanti au Centre méditerranéen de médecine moléculaire à Nice, Zoubir Amri à l'Institut de biologie de Valrose à Nice et Eric Honoré à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Valbonne. Vous allez nous expliquer vos travaux de recherche qui visent à mieux comprendre l'obésité et identifier de nouvelles pistes de traitement. Alors, je parle de traitement, mais déjà, pour commencer, vous pouvez peut-être nous dire si l'obésité est considérée comme une maladie ? Alors, en effet, c'est une question fondamentale et importante parce qu'il y a beaucoup de préjugés, de fausses idées sur les personnes qui souffrent d'obésité. Ils sont souvent considérés comme des gens qui se laissent aller, qui ne font pas attention à eux, qui mangent trop et c'est leur faute. Alors qu'en fait, l'obésité est une véritable maladie complexe, multifactorielle, que l'Organisation mondiale de la santé définit comme une accumulation excessive de graisse qui a des effets néfastes sur la santé, parce que l'obésité va conduire au développement de plusieurs maladies, et on pourra y revenir, je pense, après. Et c'est une maladie complexe parce qu'elle a à la fois une composante génétique, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique à devenir obèse, avec des petites modifications de certains gènes qui font qu'une personne va prendre plus de poids si elle mange un peu trop ou si elle fait un peu moins d'exercice. Et il y a une composante qu'on appelle environnementale, qui est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la sédentarité, le fait que l'on mange un peu trop gras, un peu trop sucré. Il y a également des dérèglements hormonaux qui peuvent conduire à l'obésité. Et il faut aussi bien comprendre que les personnes qui souffrent d'obésité ont une addiction pour la nourriture, avec une envie de manger gras, sucré, et aussi des défauts de perception de ce qu'ils mangent. Et donc, c'est une maladie qui vraiment nécessite une prise en charge très complexe, avec plusieurs intervenants. Donc oui, l'obésité est une maladie, et ce n'est pas la faute des gens s'ils sont obèses, ils sont malades. L'obésité est donc bien une maladie causée par plusieurs facteurs et qui se caractérise par une accumulation excessive de tissu adipeux, c'est-à-dire de graisse. À partir de quand une personne peut être considérée comme obèse ? Alors, il y a un moyen assez simple qui s'appelle l'indice de masse corporelle que chacun peut calculer, puisque l'indice de masse corporelle, c'est son poids divisé en kilos, divisé par sa taille en mètres carrés, et donc ça va vous donner une valeur. Si vous êtes inférieur à 25, vous êtes considéré de poids dit normal. Si vous êtes supérieur à 25 et inférieur à 30, vous êtes en surpoids. Et si cette valeur est supérieure à 30, là, on va parler d'obésité avec deux classes. Entre 30 et 40, c'est une obésité classique, on va dire, ou modérée. Et supérieure à 40, on entre dans ce qu'on appelle les obésités morbides. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire chez soi pour savoir où il se situe sur cette échelle. Et alors, l'indice de masse corporelle, c'est quelque chose qui est pratique, qui s'applique à peu près à tout le monde, mais comme il y a cette notion de poids et qu'il n'y a pas que la masse grasse qui influe sur le poids, il y a aussi la masse musculaire. Donc, il peut s'avérer chez certaines personnes qui sont très musclées, qui peuvent se trouver dans une catégorie de surpoids ou d'obèse alors qu'elles ne le sont pas. Et donc, il y a un deuxième moyen qui est aussi intéressant pour savoir si on est obèse et à risque de développer certaines maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2, c'est de mesurer son périmètre abdominal avec un mètre de couturière. Et si ce périmètre abdominal pour l'homme est supérieur ou compris entre 94 et 100, vous êtes dans une zone à risque. Et pour une femme, entre 80 et 88 cm, elles sont aussi à risque. Et là, il n'y a plus d'excuses de la masse musculaire. Si vous avez un gros ventre, pour parler un peu de manière triviale, là, vous avez un risque cardio-métabolique important.
Et donc, pour vous donner une idée, en Europe, les derniers chiffres, c'est 1,2 million de personnes décèdent de l'obésité, enfin des maladies associées à l'obésité, que l'obésité finalement engendre par an en Europe. Donc, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Et ce qui explique un peu toutes les campagnes qui sont mises en place pour essayer de prévenir l'obésité, en particulier l'obésité chez les enfants, parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont obèses. Et un enfant qui est obèse fera un adulte qui va souffrir d'obésité. Et donc, il faut vraiment inverser la tendance qui est de plus en plus importante de développement de cette obésité chez les enfants. C'est des chiffres qui sont vraiment très conséquents. Et justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser. Je voulais savoir si vous aviez des ordres de grandeur à nous donner sur le nombre de personnes atteintes d'obésité de par le monde. Alors oui, là j'ai quelques chiffres qui sortent d'un article qui vient de paraître, donc qui est très récent, qui paraît dans une revue qui s'appelle le Lancet, qui est vraiment une référence dans le domaine. Donc il y a 879 millions d'adultes qui sont obèses dans le monde et 159 millions d'enfants. Ça, c'est un chiffre pour 2022, ce qui fait une personne sur 8. Donc ça, c'est quand même énorme. Et en comparaison, si on se place en 1990, il y avait 197 millions d'adultes qui étaient obèses. Donc vous voyez maintenant, en 2022, 879 millions. Donc la progression. Et pour les enfants, c'était 30 millions en 1990. Et en 2022, 159 millions d'enfants qui sont obèses avec une augmentation donc très importante au cours de la dernière décennie. Si on prend par exemple les femmes, la prévalence de l'obésité, elle est passée d'environ 9% en 1990 de femmes qui souffrent d'obésité à 18,5% en 2022. Et pour les hommes, c'est presque triplé puisque il y avait à peu près 4,8% d'hommes qui souffraient d'obésité en 1990 et maintenant il y en a environ 14%. Alors pour la France, finalement, c'est pas le pire des pays. Pour l'obésité, c'est même un bon élève en Europe. Il y a environ quand même 17% d'obèses en France, mais ça reste quand même dans la fourchette basse comparé à d'autres pays européens. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on constate qu'en France, il y a une stagnation finalement du surpoids depuis quelques années. L'obésité continue quand même à augmenter, mais il y a toujours cette augmentation assez importante de l'obésité chez les enfants. Donc il y a quand même des messages de prévention qui commencent à passer dans la population, avec également des disparités suivant les classes sociales. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour peut-être mieux cibler les messages. Juste un petit commentaire dans ce que vient de dire Jean-François, c'est vraiment super. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc quand on compare 90 par rapport à 2022, donc il y a un peu plus de 30 ans, en un peu plus de 30 ans, l'obésité a augmenté d'un facteur 3, voire 4. Et ça ne peut pas être expliqué par un problème génétique, c'est pas possible. Donc là, vraiment, c'est le comportement humain, c'est le mode de vie qui peut expliquer ce genre de choses. Donc il y a tout qui a changé, l'alimentation, ce qu'on respire aussi, donc, et le stress au quotidien qu'on a aussi. Donc tout ça, ça fait partie de probablement des paramètres qui aggravent, et augmentent en tout cas le risque de devenir obèse. Maintenant que nous avons en tête l'ampleur de l'épidémie d'obésité à travers le monde, je vous propose qu'on se concentre plus précisément sur vos recherches. On disait tout à l'heure que l'obésité se caractérise par une accumulation de tissus adipeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces différents types de tissus adipeux, leur rôle et comment l'obésité affecte ces tissus ? Le tissu adipeux, en fait, on ne parle pas de tissu adipeux, on peut parler d'organes adipeux. Donc c'est vraiment un organe en soi parce qu'il a des fonctions endocrines, il a des fonctions de communication, etc. Donc, cet organe, il peut se distinguer en au moins deux couleurs. Donc, on a ce qu'on appelle le tissu adipeux blanc, donc l'adiposité est blanc, avec une grosse gouttelette lipidique. Donc, c'est la majorité des tissus adipeux qu'on a chez les individus. Et après, il y a le tissu adipeux brun, donc qui se caractérise par une couleur brune. Et en fait, donc, ce sont des petits adipocytes avec beaucoup de mitochondries et qu'on trouve en petite quantité en fait chez l'homme en tout cas. Donc en particulier chez l'homme adulte. Et donc, la différence entre ces deux tissus, donc il y en a un, le blanc, il va stocker. Donc, il y a vraiment, donc tout ce qu'on mange, tout ce qui a été ingéré, donc va être stocké dans ce tissu adipeux. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a un excès, ça va aller dans d'autres organes comme le foie.
Par contre, le tissu adipeux brun, lui, il a plutôt un rôle thermogénique, c'est-à-dire c'est lui qui va par exemple participer au maintien de la température du corps. Donc, ça va permettre de rester à 37 degrés en particulier, ce qui est l'irrigation du cerveau, donc pour que ça reste à 37 degrés. Donc, ce tissu adipeux brun, il a une fonction vraiment spéciale due à la présence d'une protéine spécifique qui s'appelle UCP1, une protéine découplante, qui va en fait permettre, à partir de l'énergie, donc des acides gras, donc des lipides, au lieu de fabriquer de l'énergie, donc de stocker de l'énergie, il va libérer l'énergie sous forme de chaleur. Et donc cette chaleur, c'est ça qui va remonter la température du corps. Donc là, on a vraiment une différence entre ces deux tissus adipeux. Donc il y a un qui va stocker, mais pas que stocker parce qu'il libère un certain nombre d'hormones. Je pense qu'on y reviendra après, comme la leptine, la diponectine, ce sont des cytokines très importantes et qui jouent un rôle important à la fois dans la nutrition, comme dans la réponse à l'insuline, etc. Et après, donc, le tissu adipeux brun, lui, par contre, donc, son rôle vraiment, c'est de répondre pour réchauffer le corps. Mais bien sûr, il faut un stimuli. Et donc, en fait, à la naissance, chez l'enfant, il y a une grande quantité de tissu adipeux brun, parce que l'enfant, il sort du corps de sa mère, il est à 37 degrés, donc il sort, donc il y a un choc thermique, donc il a du tissu adipeux brun. Et donc, ce tissu adipeux brun, en fait, vu que après la naissance, on maintient les enfants à température assez élevée, donc le corps n'a plus besoin et donc ça disparaît. Donc vraiment avec l'âge, on voit que le tissu adipeux brun disparaît disparaît pas complètement, mais il diminue beaucoup. Donc il est situé à des organes à des endroits bien précis du corps. Donc avec l'âge, il va diminuer. Donc pour l'activer, il faut vraiment mettre des situations de stimulation telles que le froid ou même par certains nutriments aussi. Donc pour réactiver ce tissu adipeux brun. Donc, lorsqu'on fait disparaître le tissu adipeux brun, on favorise, entre autres, le développement de l'obésité. Alors, pour revenir et défendre un peu le tissu adipeux blanc, qui n'est pas là que pour causer des maladies, c'est un tissu qui est extrêmement important. D'abord, il y en a deux grands types. Il y a le tissu adipeux blanc sous-cutané, que l'on va retrouver en particulier au niveau des cuisses, des hanches, ou de l'abdomen, et le tissu adipeux viscéral qui, lui, est dans la cavité abdominale autour de certains organes. Et c'est en particulier cette accumulation de tissu adipeux viscéral qui est plutôt délétère pour la santé. Le tissu adipeux, il joue un rôle important, comme on vient d'évoquer, pour le stockage des lipides. Et ces lipides, c'est une réserve énergétique pour l'organisme, et c'est extrêmement important. Si on n'avait pas de tissu adipeux, on ne pourrait pas vivre. Donc, cette réserve énergétique, on la mobilise si on fait un jeûne un peu prolongé, si on fait de l'exercice, si on va courir pendant longtemps, on va finalement très vite épuiser nos réserves musculaires de glycogène, qui sont nos réserves énergétiques, et on va commencer à utiliser des lipides pour alimenter nos muscles, pour produire de l'énergie. Donc, c'est une réserve énergétique importante. En plus, il sécrète différentes hormones qui régulent différents processus. Et d'autre part, il joue également un rôle très important pour stocker tous les graisses qu'on va manger et pour éviter qu'elles aillent dans d'autres organes. Et c'est ça qui est très délétère, c'est si les graisses vont dans le foie, dans le muscle, dans les cellules pancréatiques. Donc le tissu adipeux, il est fait pour stocker ces graisses et pour qu'elles n'aient pas d'effet toxique ailleurs dans l'organisme. Et en même temps, elle constitue une réserve énergétique. Donc il a un rôle extrêmement important. La preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle des lipodystrophies, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tissu adipeux ou très peu de tissu adipeux. Et ils développent à peu près les mêmes maladies que les gens qui ont trop de tissu adipeux. Et donc, en fait, l'obésité, on peut la concevoir comme un excès de tissu adipeux, mais un tissu adipeux qui fonctionne mal, qui n'arrive pas à bien avoir ce rôle de réserve énergétique, de stockage efficace des graisses, et également cette fonction de libération d'hormones qui est très perturbée chez l'obèse. Donc il y a beaucoup de tissus et en plus il est malade ce tissu. Et maintenant on considère l'obésité en fait comme une maladie du tissu adipeux. Et chez l'obèse il y a ce paradoxe qui est le tissu adipeux bien sûr est en excès, le tissu adipeux blanc, et le tissu adipeux brun lui par contre va devenir dysfonctionnel. Donc on a finalement toutes les conditions pour être dans une courbe de prise de poids importante. Je rajouterais juste un petit commentaire parce que souvent on entend parler de ça. Donc chez l'homme on parle de la forme pomme, chez la femme de la forme poire. Donc c'est l'accumulation du tissu adipeux selon si on est homme ou femme qui est différente. Chez la femme ça va plutôt dans les cuisses et chez l'homme ça va
Sauf que à partir d'un certain âge, donc en particulier après la ménopause, la femme devient comme l'homme, donc elle devient pomme aussi, parce qu'elle commence à accumuler de la graisse viscérale, et c'est ça qui devient délétère pour elle, parce que donc à partir de ce stade-là, parce qu'il n'y a plus les hormones sexuelles, en particulier les stéroïdes, et donc la masse viscérale augmente. Et c'est celle-là qui, comme l'a bien dit Jean-François, c'est celle-là qui est mauvaise. En fait, la mauvaise graisse, c'est la graisse viscérale. Celle qu'il y a dans les cuisses, vraiment, elle est pas délétère. Oui, pour compléter ce que dit Zoubir, il y a un autre cas physiologique où finalement c'est la petite fille avant qu'elle ait ses règles. Si elle est obèse, elle n'est pas protégée par ses hormones et elle a tendance aussi à accumuler du tissu adipeux au niveau viscéral. Et cette accumulation-là, elle va perdurer au cours de la vie, bien après que le système hormonal soit mis en place. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi éviter chez les petites filles qu'elles deviennent obèses très tôt. Parce qu'elles vont avoir tendance à avoir une obésité de type androïde, c'est-à-dire une obésité qui ressemble à celle des hommes et qui est beaucoup plus délétère, alors que les femmes sont protégées, en effet, jusqu'à la ménopause, sont plutôt protégées et ont une accumulation au niveau des hanches, des cuisses, ce qui peut paraître inesthétique pour certaines, mais qui n'est pas finalement fondamentalement délétère pour la santé. Alors c'est très bien que vous nous expliquiez tout ça parce qu'on va avoir besoin de toutes ces connaissances pour pouvoir appréhender la suite de l'épisode. On va maintenant parler du projet que vous portez tous les trois qui s'appelle Adipopiezo, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche en 2018. Adipopiezo, adipo pour la graisse, piezo pour le nom d'une protéine. Qui est assez importante, je crois, par rapport à ce que vous étudiez. Absolument. Donc, piezo, c'est un canal ionique. C'est comme une valve, en fait, à la surface des cellules qui permet de faire passer des ions. Et alors, bon, ça peut, en particulier piezo, c'est un canal perméable aux cations, donc du sodium, du potassium ou du calcium. Lorsque ce canal va s'ouvrir, on va faire rentrer du calcium dans la cellule et on va déclencher un certain nombre de réponses cellulaires. Donc, toute une biochimie, une mécanique en aval de piezo 1. La petite spécificité avec piezo 1, c'est que ce canal nécessite une stimulation mécanique pour s'ouvrir. En fait, la personne qui a découvert ce canal s'appelle M. Ardem Patapoutian et a obtenu le prix Nobel en 2021 pour cette découverte majeure. Ce canal piezo 1 est important puisqu'il sous-tend tout ce qui est réponse mécano-sensorielle de l'organisme, en particulier la sensibilité au toucher léger. Donc, quand on va toucher la table ou une tasse ou un tissu, on a cette sensibilité extrême au bout des doigts et c'est parce qu'on va activer en fait ces canaux piézo dans les terminaisons nerveuses qui innervent la peau. Alors, il faut savoir qu'un tissu gras, lorsque ça va accumuler des triglycérides, les cellules vont gonfler, les adipocytes vont former une gouttelette lipidique de plus en plus importante et il s'avère qu'à terme, l'adipocyte va se retrouver sous tension mécanique. Il va se remplir, il va se gorger de lipides et on a émis l'hypothèse que l'activation de piezo 1, la membrane de ces adipocytes, pouvait être impliquée dans la physiologie de ce tissu adipeux blanc. Donc pour ce faire, ce qu'on a décidé de faire, c'est de générer des animaux, des souris, transgéniques dont le gène codant pour piezo 1 a été invalidé. On a donc des souris sans piezo 1 et donc versus des souris sauvages, contrôle, et on a soumis ces souris, ces animaux, ces deux types de lignées murines à un régime riche en graisse. Plusieurs semaines et on a essayé de voir, en fait, d'explorer un peu le rôle du canal ionique en suivant l'évolution la croissance du tissu gras de ces deux animaux. Il s'avère que l'expression de piezo 1 est importante pour un mécanisme qui est fondamental dans le remodelage des tissus adipeux. Il s'agit de l'adipogénèse. Alors, le premier phénomène, c'est le gonflement, comme je l'ai expliqué, des adipocytes du fait de l'accumulation des triglycérides dans les gouttelettes lipidiques. Et le second phénomène, c'est le recrutement de nouveaux adipocytes en stimulant la différenciation de cellules souches adipeuses. Et ce canal piezo 1 dans l'adipocyte est nécessaire au fait de recruter de nouveaux adipocytes pour faire gonfler finalement, pour accumuler de plus en plus de tissus, de cellules dans le tissu adipeux blanc. Voilà, donc là, Eric a très bien expliqué
cette présence importante de piezo-1 dans les adipocytes blancs et puis son rôle dans la physiologie de ces adipocytes. Et on s'est aperçu qu'il était aussi très exprimé dans les adipocytes bruns. Et il y a des études récentes qui montrent que ces adipocytes bruns, qui donc eux, au contraire du blanc, vont brûler les calories en excès et permettre de diminuer la prise de poids, sont aussi mécanosensibles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être régulés par des forces mécaniques. Et donc, on a fait l'hypothèse que piezo-1, dans ces adipocytes, pourrait également réguler les fonctions thermogéniques de ces adipocytes bruns. Et donc, c'est ça maintenant qu'on explore plus particulièrement. On a créé à nouveau, là aussi, un modèle de souris qui n'exprime plus ce canal ionique piezo-1 dans les adipocytes bruns. Et on essaye de voir qu'est-ce qui se passe chez la souris lorsqu'on la donne à manger un régime riche en graisse ou lorsqu'on va la mettre au froid pour ces fonctions thermogéniques de ce tissu, quel peut être le rôle de ce canal dans la régulation de cette thermogénèse des adipocytes bruns. Et ça, ce sont les études qui sont en cours. Alors, il existe des maladies génétiques qui sont associées à des mutations sur ces canaux piezo-1 et piezo-2. Alors, c'est relativement large spectre, puisqu'il s'agit d'une part d'une dysfonction des globules rouges pour piezo-1, avec une mutation gain de fonction. En ce qui concerne les mutations perte de fonction, ces personnes vont souffrir d'œdème des membres inférieurs, puisque les vaisseaux lymphatiques vont être dysfonctionnants. En ce qui concerne piezo-2, eh bien, ces gens ont un manque de sensibilité au toucher. Ils ont aussi un défaut de proprioception, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de sentir la position du corps lorsqu'ils marchent. Et puis, sur les maladies récessives concernant piezo-1, il y a un problème de scoliose et de dysfonctionnement musculaire. Donc, vraiment très, très large spectre. Alors, ce sont des maladies rares. Il n'y a que quelques individus qui sont affectés par ces mutations génétiques. Et donc, il est impossible d'avoir finalement une étude globale sur l'impact sur l'obésité. Donc, on ne peut pas, au travers de ces données génétiques humaines, tirer des informations concernant la fonction de piezo-1 dans le tissu blanc. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'utiliser des modèles animaux expérimentaux pour tester l'ensemble de ces hypothèses. Alors, mieux comprendre finalement le rôle de piezo dans l'adipocyte blanc ou dans l'adipocyte brun, ça pourrait le positionner comme une potentielle cible pour moduler finalement la fonction de ces adipocytes et essayer de corriger l'obésité, parce que pour l'instant, on peut en parler, c'est les approches thérapeutiques de l'obésité, il y a 3 grandes approches. La première, c'est changer le mode de vie, c'est-à-dire avoir un régime faible en calories, essayer de faire plus d'exercice, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, voire pas du tout, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'obésité vont perdre un peu de poids, mais vont sur le long terme en reprendre et ne vont pas maintenir leur poids, même en reprendre encore plus. C'est le fameux effet yo-yo dont on parle assez souvent de manière dans plusieurs magazines ou aux informations. Et donc, c'est une approche de première intention, mais qui ne fonctionne pas très bien. Il y a une approche chirurgicale qui a été très mise en avant, qui est la chirurgie qu'on appelle bariatrique, c'est-à-dire, en fait, pour simplifier, c'est réduire la taille de l'estomac, et donc les gens vont manger peu et vont avoir vite une sensation de satiété. C'est une chirurgie assez lourde et qui a aussi des effets secondaires qui peuvent être importants, mais qui est très efficace. Les gens perdent du poids et guérissent de certaines maladies comme le diabète de type 2, mais aussi, c'est un grand nombre quand même ont tendance sur le long terme à reprendre du poids et à redévelopper des maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2. Et enfin, il va arriver sur le marché en France des nouveaux médicaments on appelle des incrétinomimétiques, qui sont des analogues de molécules, de protéines qui sont produites par les cellules de l'intestin. C'est ce qu'on appelle ces molécules, c'est le GLP-1 et le GIP. Et en fait, c'était des médicaments qui, à la base, étaient donnés pour soigner le diabète de type 2. Et on s'est aperçu que cela faisait maigrir les diabétiques de type 2
Et maintenant, on s'aperçoit que les patients qui souffrent d'obésité, qui sont traités avec ces médicaments, perdent jusqu'à 20% de leur poids. Mais c'est là aussi un traitement à vie, fait d'injections hebdomadaires. Et dès qu'on arrête le traitement, eh bien, les personnes reprennent du poids. Mais c'est une nouvelle approche pharmacologique qui va arriver très prochainement en France, en parallèle de la chirurgie bariatrique, et qui peut être une nouvelle opportunité pour combattre l'obésité. Et donc, il faut essayer de trouver de plus en plus de cibles thérapeutiques, et Piezo pourrait en être une, pour contrôler finalement cette expansion des tissus adipeux blancs et favoriser la fonction des tissus adipeux bruns dans un but de réduire la prise de poids. Pour conclure cet épisode, on peut rappeler que vous faites tous les trois partie d'un laboratoire de recherche différent et que vous apportez chacun votre expertise pour une parfaite complémentarité dans ce travail de recherche. Éric Honoré pour la partie biophysique, comme tu le disais, pour l'étude du canal Piezo. Jean-François Tanti pour la partie physiopathologie des adipocytes blancs. Et Ezoubir Amri pour l'expertise et les modèles d'études sur les tissus adipeux bruns. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ? S'il y a un seul message à retenir, c'est que les personnes obèses sont des gens qui souffrent d'une maladie. C'est pas leur faute. C'est pas parce qu'ils sont négligents. C'est pas parce qu'ils manquent de volonté. Intervalle, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Intervalle est un podcast produit et proposé par le service Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur.